Je voulais plutôt, en introduction, raconter quelques anecdotes que mon grand âge me permet de vous donner, puisque j'ai été contemporain un peu de ces querelles et aussi de ces rapports entre Truffaut et Godard, venant d'un, non pas rédacteur en chef de la revue Positif, puisqu'il n'y a pas de rédacteur en chef, je suis directeur de la revue pour des raisons juridiques, c'est-à-dire que s'il y a une diffamation, c'est moi qui vais en prison, mais je n'ai pas d'autre rôle dans la revue Positif que d'être un des animateurs de cette revue. Il n'y a jamais eu de rédacteur en chef, c'est un collectif, ce qui est assez rare dans la presse, et c'est une revue également indépendante, totalement indépendante, même si elle est éditée par l'Institut Lumière et Actes Sud. Oui, je remonte très très loin. J'avais 19 ans, j'étais jeune cinéphile, je lisais attentivement les cahiers du cinéma et Positif tous les mois. Et j'admirais d'ailleurs des articles aussi bien de Truffaut que de Benayoun ou de Godard que de Point de Godard, de Romer par exemple, ou de Roger Tailleur qui écrivait à Positif. Donc j'étais plutôt, mes sympathies de gauche de toute mon existence me portaient vers Positif évidemment, mais du point de vue cinéphilique, je partageais les goûts des deux revues qui étaient d'ailleurs souvent opposées, mais j'avais un esprit de synthèse et donc j'aimais à la fois Huston et Hitchcock et j'aimais également Buñuel et Dreyer. Voilà, c'était incompatible dans les années 50. Donc je vais un jour au Cahier du cinéma qui était à l'époque avenue des Champs-Élysées et je vais dans les bureaux pour acheter des anciens numéros, comme j'allais acheter au Terrain Vague des anciens numéros de Positif, et était assis là, que je ne connaissais pas évidemment, je le voyais au studio Parnasse, il participait à des séances de ciné-club, etc. Et il donnait son avis. Je vois donc François Truffaut, et qui, bien sûr, à l'époque, en 57, avait simplement fait un court-métrage, mais n'était pas un réalisateur du tout connu, c'était avant les 400 coups. Et je dis à Truffaut que je trouvais la revue très intéressante, mais que j'étais exaspéré par des articles d'un certain Jean-Luc Godard, qui, quand il parlait de Amère Victoire de Nicolas Ray, qui venait de sortir en 57, disait que ce film était sublime parce que ça lui faisait penser à des billards mécaniques dans les cafés des Champs-Élysées ou à une jolie américaine qui descend l'avenue, etc. Je dis mais quel rapport ça a avec Amère Victoire? Aucun rapport. Il nous raconte des choses qui c'est pas de la critique de cinéma. Et Truffaut m'a interrompu, il m'a dit mais vous avez tort parce que c'est le plus talentueux, vous le saurez bientôt, c'est le plus doué d'entre nous. Et voilà, donc ça m'avait marqué à l'époque, et je me suis rendu compte après, après À bout de souffle, en relisant cette critique d'Amère Victoire de Nicolas Ray, qu'en fait Godard nous parlait d'À bout de souffle, c'est-à-dire qu'il racontait les billards mécaniques, il nous racontait des jeunes américaines, etc. C'est-à-dire qu'il était déjà en train de rêver son propre film en regardant un film qui se passait en Afrique du Nord, d'après le roman célèbre Amère Victoire. Voilà. Ça, c'est une première rencontre avec Truffaut. Mais on voit déjà l'estime qu'avait Truffaut pour Godard à l'époque. La deuxième rencontre, c'est encore avec Truffaut, c'était au Masque et la Plume, à la sortie de La Nuit américaine. J'étais à côté de lui parce que à l'époque, François-Régis Bastide invitait parfois, une fois, deux fois par an, un metteur en scène à venir parler de son film. Donc Truffaut est venu parler de La Nuit américaine, et c'était en 1980. Et je lui posais une question un peu embarrassante parce que je savais que Truffaut, et c'est une chose qui n'est pas tellement évoquée ni dans ce film-ci, ni dans Les Deux de la Vague, le film précédent d'Emmanuel Laurent, écrit avec Antoine Debec, sur les rapports également Truffaut-Godard. Truffaut, dans sa jeunesse, était d'extrême droite, et il était très ami avec Lucien Rebattet, François Vineuil, qui avait écrit Les tribus juives du cinéma, un livre ignoble pendant l'occupation, demandant la mort des Juifs et leur exécution, etc., et qui avait été condamné à mort à la Libération, et qui avait fait 5 ans de prison. Truffaut était allé le saluer à la sortie de prison, et en bateau-mouche avait retrouvé le plaisir de la liberté que retrouvait ce salaud de Lucien Rebattet, François Vineuil. Alors, dans La Nuit américaine, il y a une scène très frappante, qui est inspirée d'un fait réel, c'est-à-dire que pendant l'occupation, puisque le film se passe, comme vous le savez, pendant l'occupation, il y a eu un incident dans un théâtre où Jean Marais a souffleté, a giflé même, un critique de théâtre qui s'appelait Alain Lobreau,
qui avait attaqué Cocteau. Bizarre, parce que Cocteau admirait Hitler et était fasciné par le triomphe nazi. Enfin bon, ça on l'a su plus tard quand on a découvert ses carnets personnels de Cocteau. À l'époque, on pensait que Cocteau n'était pas bon. En tout cas, à cause de l'homosexualité probablement de Cocteau, il avait été insulté par Alain Lobreau, ce critique de théâtre de l'occupation, qui était un peu l'équivalent de François Vineuil, Lucien Rebattet, puisque Vineuil est le pseudonyme de Rebattet, dans le domaine du cinéma. Donc il avait transféré cette scène, ou plutôt il n'avait pas transféré, il avait montré cette scène dans le théâtre, qui était l'équivalent de ce qui s'était passé dans le cinéma avec Vineuil. Et on voit Jean-Louis Richard qui joue le rôle de Lobreau, de ce collaborateur, qui se fait donc gifler par Gérard Depardieu, qui joue le rôle de un peu l'équivalent de Jean Marais. Et je dis à Truffaut en public, devant tout le monde, je dis, mais je suis très étonné de cette scène, puisque toutes ces dernières années, vous avez été un grand ami, vous vous êtes entretenu avec Lucien Rebattet, François Vineuil, dans des journaux d'extrême droite pendant 4 semaines de suite. Et je suis très très stupéfait que après sa mort, vous le fassiez gifler par procuration, puisqu'il ne s'agit pas exactement de Vineuil, il s'agit de Lobreau. Mais tout de même, par procuration, vous faites gifler un collaborateur, alors que ça ne vous gênait pas de son vivant donc, panique à bord, au masque et la plume, tout le monde est un peu désarçonné. Claude Mauriac, qui était assis à côté de moi, dit comment Truffaut était l'ami de François Vineuil, je quitte cette tribune, je n'en peux plus, je ne peux pas supporter. Bon, on le rattrape, François-Xavier Bastide court après lui et le ramène à la tribune. Truffaut, très intelligemment, dit mais vous savez, j'étais très jeune, je ne connaissais pas tous ces détails. Bon, il avait tout de même 28 ans, voilà, donc c'était comme ça. Bon. Et puis ensuite, on m'a dit que le passage avait été censuré, coupé à l'antenne, à la demande de Claude Mauriac. Bon, j'ai jamais su si c'était Claude Mauriac qui avait demandé ça ou Truffaut. En tout cas, Truffaut m'a dit non, mais il faut comprendre, c'est parce que je n'ai pas informé, etc. Bon, ça s'est terminé comme ça. C'était donc deuxième anecdote intéressante sur ce contexte politique dont on reparlera après la projection. Troisième rencontre, j'essaye de ne pas être trop long. Troisième rencontre, c'était une rencontre avec Jean-Luc Godard à Ascona, près de Lugano, pour un colloque sur la notion d'auteur. Et Jean-Luc Godard était là avec moi. Il y avait aussi Freddy Buach de la Cinémathèque suisse. Il y avait Maurice Vadel, le directeur du Festival de Berlin, et le grand metteur en scène Théo Angelopoulos, le grand metteur en scène grec. Et on discutait donc de ce que c'est qu'un auteur. Et à ce moment-là, Godard dit, voilà, comme toujours, Godard brillant, dit il y a 2 types de films. Les films d'eux, c'est-à-dire c'est les films du metteur en scène, qui est l'auteur du film. On reconnaît tout de suite son style, on le voit immédiatement. Et puis les films par, qui sont des films qui n'ont pas une personnalité, parce que chaque film est différent, même s'il est signé du même metteur en scène. Et je dis, mais écoutez, c'est très intéressant votre définition. Est-ce que je peux l'appliquer à vous-même? Alors, il me dit, mais bien sûr. Et je dis, vous venez de terminer Le Roi Lear, là, on l'a vu à Cannes, et Le Roi Lear, c'est une légende scandinave, et dans cette légende, c'est l'histoire d'un roi, de ses trois filles, etc. Et il y a 2 Rois Lear dans l'histoire de l'art, il y a le vôtre, et puis il y a évidemment Le Roi Lear de Shakespeare. Il y a aussi des films, mais qui sont des filmages de la pièce de Shakespeare, de Peter Brook, de Kosinski, donc ce n'est pas vraiment des œuvres originales, ce sont pas des captations, mais ce sont des adaptations de la même pièce de Shakespeare. Donc il y a deux Rois Lear. Il y a le vôtre, c'est le Roi Lear de Godard, parce que tout de suite, au bout de 3 minutes, on reconnaît le style de Godard. Il y a les mouettes, il y a le lac Léman, il y a des conversations qui se chevauchent, il y a des citations, il y a Norman Mailer et Woody Allen qui apparaissent. Enfin, on est vraiment dans l'univers de Godard, reconnaissable au bout de 3 minutes, il y a la musique de Mozart. Donc on est vraiment dans le Roi Lear de Godard. Tandis que l'autre, il faut reconnaître,
c'est un peu décevant de le dire, mais c'est le Roi Lear par Shakespeare, parce que là, il n'y a aucune personnalité qui s'exprime. Quand on a vu La Mégère apprivoisée la semaine dernière, puis on a vu Le Songe d'une nuit d'été, puis on a vu Titus Andronicus, et enfin Macbeth, et La Tempête, on voit vraiment aucun rapport entre toutes ces pièces, et donc ce sont des pièces par Shakespeare. Voilà. Donc désarroi dans l'assistance, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, et Godard, à la fin, me dit « on va déjeuner », et je me suis même fait offert un repas par Jean-Luc Godard, qui apparemment n'invite jamais personne. Donc nous avons discuté ensemble pendant 2 heures, il m'a demandé des nouvelles de Benayoun, qui était à positif et qui était son plus grand ennemi, qui détestait les films de Godard. Et il dit, j'ai appris que Benayoun était gravement malade, ça me préoccupe beaucoup, etc. Et il n'a pas... c'est ça qui l'intéressait vraiment, c'est la santé de Benayoun, c'est dire la complexité de Godard, que j'ai retrouvé une autre fois, parce que je ne l'ai pas connu beaucoup. J'ai bien connu Chabrol et Romer, énormément, mais je n'ai pas connu vraiment Godard, à part ces 2 rencontres. Un entretien avec lui pour Positif, le seul d'ailleurs, sur les histoires du cinéma, où à un moment, il a dit, je viens de publier chez Gallimard le texte des histoires du cinéma, et malheureusement c'est Jean-Michel Frodon qui en a rendu compte dans Le Monde, et j'ai pas voulu que ce soit fait par Jean-Michel Frodon, j'espérais que ça serait Philippe Dagen, ce qui était une méchanceté totale de dire ça à Positif, alors que Frodon est l'admirateur le plus inconditionnel de Godard, qui considère que c'est le plus grand génie du XXe siècle, et qu'il y a le cinéma avant Godard et le cinéma après Godard. C'est dire la complexité de cet homme qui mord la main qui le nourrit, et qui au contraire est très préoccupé d'être en bon terme avec ses ennemis intimes. Voilà, donc je pense que ça vous situe déjà ces 2 personnages, d'après mon expérience personnelle, mais on aura beaucoup de choses à dire ensuite après le film. Voilà, bonne projection. « 1974. François Truffaut triomphe à Hollywood en remportant l'Oscar du meilleur film étranger pour La Nuit américaine. Personne ne se doute alors que quelques mois plus tôt, son ami le cinéaste Jean-Luc Godard lui a écrit tout le mal qu'il pensait du film. Simplement, quand on a décidé d'organiser cette soirée, on s'est posé une question qui était comment parler de la nouvelle vague en sortant un peu des sentiers battus. Et c'est un mouvement sur lequel on a beaucoup écrit, on s'est beaucoup exprimé, et souvent du point de vue des cahiers du cinéma. Donc l'idée nous est venue de donner la parole à la revue qui n'était pas contre la nouvelle vague, mais qui était un peu en face des cahiers du cinéma, c'est-à-dire Positif, et donc en la personne de son représentant, Michel Simon, que je remercie personnellement. Est-ce que la querelle entre Godard et Truffaut, au-delà du problème d'ego, ne reflète pas un peu une querelle esthétique qui signifierait d'une certaine manière que sous l'appellation Nouvelle Vague, il y a des gens très différents, dont Godard et Truffaut, qui ont fait des films finalement assez différents. Oui, je crois qu'il faut revenir, si vous voulez, à la période critique des 2, puisqu'ils étaient très très solidaires. Truffaut a beaucoup plus écrit que Godard, il était incontestablement un plus grand critique. Godard parlait d'autre chose, dans des textes plus ou moins inspirés, mais qui parlaient plutôt à côté des films, tandis que Truffaut parlait vraiment des films avec une intelligence du scénario, une intelligence des acteurs, etc. Il disséquait formidablement, et moi c'était une des grandes influences quand j'étais jeune, les critiques de Truffaut. Mais je pense qu'ils ont eu un rapport extrêmement différent par rapport à ce grand cinéma américain qu'ils avaient défendu contre beaucoup de gens à l'époque, dans les années 50. Le cinéma américain était défendu à Positif, était défendu au Cahier, mais était encore considéré par beaucoup de journalistes, etc., comme un cinéma tout de même un peu de divertissement, pas très sérieux et tout ça. Bon. Or, je crois que pour Godard, il est arrivé à un moment où il s'est rendu compte, et il l'a écrit d'ailleurs, que au moment où il a été amené à pouvoir faire des films, il se rendait compte que les films qu'il avait défendus ne pouvaient plus se faire. C'était son sentiment. Et donc, il a fait une rupture esthétique et trouvé un langage cinématographique, d'abord avec des ruptures moins voyantes, dans le cas de Vivre sa vie, de Pierrot le Fou, mais qui était tout de même
des ruptures, tout de même par rapport au cinéma que l'on faisait. Et après 68, il est entré dans la clandestinité pour faire des films avec le groupe Dziga Vertov, qui n'ont plus eu de public, qui ont pendant 10 ans des films, disons, semi-essais, etc., qui l'ont coupé absolument du public, avec une absence de scénario, de narration, de personnages, etc. Il est revenu ensuite, à partir de 1980, avec Sauf qui peut la vie, ce film qui s'est retrouvé en face de la nuit américaine, et c'est intéressant, évidemment, l'opposition entre ces deux types de cinéma. Dernier métro. Et à ce moment-là, il a continué à faire des films jusqu'à aujourd'hui, qui sont des films soutenus par l'essentiel de la critique mondiale, choisis toujours dans tous les grands festivals, mais qui ne trouvent plus de public. C'est-à-dire il a 20 000 spectateurs au maximum sur ses films. Donc, Truffaut, c'est le contraire. C'est-à-dire que Truffaut, lui, il pense que la leçon des grands cinéastes qu'il a aimés, c'est-à-dire Renoir, Rossellini, Hawks, Hitchcock, etc., elle peut être poursuivie dans la mesure où le public est aussi important que le metteur en scène. C'est-à-dire que le souci de continuer à établir un contact avec le public est primordial pour Truffaut, et donc il continue à faire un film au risque, parce que Godard, évidemment, comme tout être intelligent qu'il est, et comme Truffaut aussi d'ailleurs, c'est là où ça fait mal, c'est qu'il lui dit, oui, finalement, tu fais le cinéma que tu avais détesté. Et évidemment, La Nuit américaine était peut-être pas La Nuit américaine, Le Dernier métro, c'est l'exemple même d'un film tourné en studio, alors que la Nouvelle Vague refusait le studio, tourné avec des grandes vedettes, avec un scénario, une reconstitution de l'occupation, etc., qui était effectivement pas du tout dans ce que Godard pouvait envisager comme type de cinéma. Et c'est peut-être le film, effectivement, le plus fragile du point de vue de Truffaut pour le défendre, dans la mesure où il correspond à une esthétique assez, peut-être pas académique, mais en tout cas ultra classique. Donc je pense que c'est un désaccord fondamental au départ entre ces deux hommes. L'un, c'est la fuite en avant, c'est-à-dire une sorte d'échappée belle, peu importe, j'aurai plus personne j'aurai la presse toujours pour moi, mais le public, je l'ai oublié. Et puis Truffaut, qui est presque une sorte, non pas la fuite en avant dans le futur, mais un repli sur le passé, c'est-à-dire un retour à un cinéma romanesque, etc., qui n'est pas du tout aussi novateur que le cinéma de Romer ou le cinéma de Resnais, pour prendre deux grands contemporains. Et est-ce qu'en ce sens-là, on pourrait dire qu'il y a plus de différence entre le premier film de Godard et ce qu'il fait encore aujourd'hui, et entre les 400 coups et le Dernier métro, par exemple? Oui, non, je pense que... moi, il y a des films de Truffaut que j'aime particulièrement beaucoup, comme effectivement Tiré sur le pianiste, Les 400 coups, L'homme qui aimait les femmes, La femme d'à côté, ce sont des films qui me touchent beaucoup. Il y a de très beaux films de Truffaut, mais je pense qu'il y a malgré tout effectivement une relative homogénéité, alors que moi, mon sentiment, mais là c'est vraiment, je livre ma pensée, moi je pense que À bout de souffle n'a pas été vécu par Godard comme... D'abord, le film a eu énormément de problèmes au niveau du montage, il pensait que le film ne pouvait pas sortir, enfin, il y a eu vraiment énormément de remontage, etc. pour le film. Je pense que Godard n'était pas vraiment aussi enthousiaste que ses laudateurs sur À bout de souffle. Parce qu'il s'est dit, probablement, à côté d'un Fritz Lang, à côté d'un Nicolas Ray, à côté d'un Hawks, ça tient pas. C'est-à-dire, j'ai fait un polar, effectivement, j'ai cassé les règles, Belmondo parle au spectateur, il y a des choses qu'on ne faisait pas dans les films américains classiques, mais ça restait pour lui un film narratif, avec des personnages, etc. Et il s'est dit, c'est pas au niveau de ce que j'admire chez les grands. Et à ce moment-là, il a décidé de bifurquer et de casser, avec des films comme Vivre sa vie, comme Une femme mariée, etc., de casser ce cinéma narratif. C'est mon sentiment. Mais on ne le saura jamais. Je ne crois pas qu'il faudrait demander à Godard, il faut lui téléphoner. Je crois que le premier clash entre les deux est intervenu déjà en 1968. Oui, alors Anne Wiazemski l'a raconté avant 1973, c'est-à-dire ce qui s'est passé autour de La Nuit américaine, où effectivement, comme vous l'avez vu dans le film, Truffaut, Godard lui dit que c'est un menteur, que dans son film, sur le tournage d'un film, il n'y a que le metteur en scène qui ne baisse pas. Il dit, je t'ai vu avec Jacqueline Bisset chez Francis, dans une brasserie de Paris,
qui était la petite amie à cette époque de Truffaut. Donc ça, tu ne le mets pas dans ton film, tu es un menteur, etc. Donc ça, c'était vraiment la rupture, vraiment rupture, puisque après 73, ils ne se sont plus jamais parlé. Il y a eu une rencontre à New York, mais Truffaut a refusé de lui serrer la main. Donc en 68, Wiazemski raconte que effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Truffaut a voulu arrêter le Festival de Cannes parce qu'il trouvait indécent, incongru, inacceptable qu'on continue à montrer des films et à faire la fête alors que toute la France était en grève. Et donc Truffaut n'est pas allé plus loin que ça, c'était pas un projet révolutionnaire, il ne voulait pas installer le communisme en France comme Godard, à la grande stupéfaction de Polanski et de Forman qui avaient quitté justement les pays communistes et disaient en France ils veulent installer ce que nous on a fui. Bon, donc Truffaut c'était pas ça, c'était un homme assez finalement assez pertinent, Truffaut, par rapport à la réalité. Il disait, qu'est-ce qu'on fout là? Il n'y a plus de train, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'université, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Bon, donc on arrête. Tandis que Godard, lui, c'était la première étape vers la Révolution en marche. Et donc, un mois et demi plus tard, le Festival d'Avignon arrive. La France est repartie sur les rails, tout est en ordre, plus ou moins. Et Godard dit, il faut casser, il faut tuer le Festival d'Avignon. Et Truffaut lui répond, ils étaient dans la même pièce, lui dit, Wiazemski était là, il lui dit, non, excuse-moi, moi je suis plutôt du côté de Pasolini. Pasolini était pour les gardes mobiles, fils d'ouvriers, contre les bourgeois, contre les étudiants fils de bourgeois, et je ne vois pas pourquoi on devrait, c'était la fameuse insurrection contre Villars, où on traitait Villars de nazi, enfin c'était scandaleux ce qui se passait à Avignon, vraiment scandaleux. Villars qui avait créé le Théâtre National Populaire et qui se faisait donner des leçons par des gens qui n'avaient rien fait. Donc Truffaut a dit non. Et à ce moment-là, il lui a dit, tu es un lâche, je croyais que tu étais mon ami, tu es un lâche, et c'était terminé. Voilà. Donc c'est un peu, au fond, c'est dès 68 que la rupture a été consommée. Alors, il y a une chose intéressante quand on voit les deux filmographies, c'est qu'il y a des jeux de miroir comme ça dans des thèmes, des sujets, ils ont tous les deux adapté des auteurs de séries noires. Oui, c'est passionnant. C'est-à-dire que si on regarde la filmographie parallèle des deux cinéastes, on voit que les films se répondent étrangement, c'est-à-dire presque d'une année sur l'autre. C'est-à-dire À bout de souffle, c'est un polar. Tiré sur le pianiste, le deuxième film de Truffaut, c'est un polar. Ensuite, Le Mépris, c'est un film sur le tournage d'un film, comme La Nuit américaine est un film sur le tournage d'un film. Une femme mariée de Godard, c'est sur le couple, et on a La peau douce de Truffaut sur l'adultère. La sirène du Mississippi avec Belmondo répond à Pierrot le Fou avec Belmondo. Pierrot le Fou est tiré d'un roman de Lionel White, qui d'ailleurs, entre parenthèses, avait inspiré Kubrick pour Lutti Brazia. Donc on a un roman de Lionel White qui a inspiré Pierrot le Fou. Et d'un autre côté, on a un roman de William Irish, un autre romancier noir américain, qui a inspiré La sirène du Mississippi. Et puis ça va jusqu'à Tour des tours de deux enfants, qui est un film de Godard, où malheureusement les pauvres enfants sont interviewés par Godard et soumis à la torture. Et puis Truffaut fait L'argent de poche, qui n'est pas son meilleur film. Bon, donc et puis ça aboutit à cette rencontre, alors là où les deux films n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais que vous avez vu en conclusion de ce film, où effectivement, le soir des Césars, Godard et Truffaut se retrouvent concurrents, et l'un rafle tout et l'autre rien. Voilà. Mais c'est presque des filmographies parallèles. Est-ce qu'on peut resituer les positions idéologiques des cahiers du cinéma et de Positif au moment de l'apparition de la nouvelle vague et au moment où les cinéastes... C'est pas tellement c'est pas à partir de la nouvelle vague, c'était déjà presque terminé parce que la France entrait dans une autre période, c'était l'arrivée du gaullisme, etc. Mais je pense qu'au départ, c'est vrai mais je voudrais pas transformer cette soirée en une histoire de Positif et des cahiers, mais c'est vrai que Positif était une revue vraiment de gauche qui regroupait d'abord des surréalistes, dont on sait que André Breton avait des positions politiques très marquées, des trotskistes, des surréalistes, des rooseveltiens, des mendécistes, des communistes minoritaires, des communistes qui étaient contre la direction du parti mais qui étaient au parti communiste. Et puis les Cahiers étaient une revue franchement à droite, enfin très très à droite même.
Ça, on le sait. Même Godard raconte qu'à 12 ans, je sais qu'on n'est pas responsable de ses 12 ans, mais il mettait des petits fanions pour montrer la progression des troupes allemandes sur le front russe. Il se réjouissait de voir les troupes allemandes avancer, avancer, avancer. Il était de la famille Monod, une famille protestante, et il y avait dans sa famille beaucoup de complicité avec Pétain. Pas mal étaient pétainistes, etc. L'antisémitisme de Godard a toujours existé. Quand il a comparé Golda Meir avec Hitler dans un montage assez dégueulasse, bon, quand dans À bout de souffle, il donne un rôle à Parvulescu, qui était un philosophe d'extrême droite, un ami de Rohmer. Au ciné-club du quartier latin, qui était dirigé par Rohmer, et où Godard et Truffaut allaient, ils avaient payé quelqu'un pour jouer un déporté avec ses habits de déporté et l'étoile jaune, pour faire de la publicité, pour donner des tracts, pour aller voir le Juif Zus le soir, qui était montré au ciné-club du quartier latin, qui est tout de même le plus grand film antisémite de l'histoire du cinéma. Enfin, il y a tout cela qui était très... Alors c'était peut-être une partie de la provocation, c'était incontestable. Gégauf, qui était l'ami de Rohmer, était très adroit, était d'extrême droite. Rohmer, que j'admire par ailleurs, qui est un immense cinéaste et un homme que je respecte beaucoup, mais il avait écrit dans les cahiers un texte sur Tabou de Murnau, qui se passait en Polynésie, qui s'appelait Défense de l'Occident, et où il exaltait la pureté de la race aryenne de ces aborigènes. Bon, donc, il y a incontestablement, dans une France qui à l'époque était dominée intellectuellement par la gauche, le Parti communiste faisait 25% des voix, et Sartre était idole des intellectuels. Donc incontestablement, il y a eu de la part de la future nouvelle vague, des cahiers, un côté dandy, qui n'est pas d'ailleurs seulement André Bazin, parce qu'en fait André Bazin, qui était le rédacteur en chef, et Doniol Valcross, étaient des gens de gauche. Bazin était un chrétien de gauche, qui travaillait dans les syndicats, qui travaillait culture, et qui avait adopté le jeune Truffaut, qui avait des parents divorcés. Bazin a fait l'éducation de Truffaut. Et Bazin était un peu, c'était pas Frankenstein, mais il était un peu dépassé par ce jeune homme qu'il avait nourri et qu'il admirait beaucoup. Et finalement, il les a laissés s'exprimer parce qu'il pensait qu'ils apportaient un sang neuf à la revue. Mais Bazin aimait Clouzot, aimait Claire, aimait Clément, aimait Autant-Lara, aimait tous ces gens-là. Donc il aimait ce qu'on appelle le cinéma de la qualité française. Et il voyait ces jeunes gens qu'il avait accueillis au Cahiers déboulonner et attaquer tous ces grands cinéastes français pour prendre leur place. Donc ça a dû être chez Bazin une torture. Mais en même temps, il les trouvait très doués, ce qu'ils étaient, très intelligents, et il savait que peut-être ils allaient devenir de très bons cinéastes. Donc je pense que c'est très complexe, et que l'attitude de Truffaut et de Godard, c'était à l'époque, et de Rohmer, c'était on n'aime pas ce cinéma de la noirceur. Il faut dire que c'était un cinéma que moi j'admire beaucoup, mais c'était un cinéma misanthrope, c'est un cinéma qui sortait de la guerre, de la collaboration. Il y avait une vision de l'humanité qui était terrible. Allégret, tous ces gens-là, ils avaient une vision Clouzot extraordinairement misanthrope, même misogyne. Alors que ces jeunes Turcs, eux, ce qu'ils regardaient, c'est l'Amérique, les grands espaces, la comédie musicale, la vie, l'amour, les belles filles, etc. Donc je crois qu'il faut comprendre aussi ce choix. Mais ce choix était tout de même de droite et d'extrême droite. Ça, on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, Antoine Debec, dans son Histoire des cahiers du cinéma, en 1000 pages, le raconte très très bien, ce qui s'est passé. Il le raconte très bien, il dit les choses. Donc c'est pas, ce que je dis là n'est pas du tout iconoclaste. Est-ce qu'on peut quand même dire que le point commun qu'il y avait entre Truffaut et Godard, donc ils avaient un point de vue critique qui était commun dans les cahiers du cinéma, puis quand ils ont commencé à faire des films, l'un et l'autre ont démontré que pouvaient faire des films autrement qu'à la manière dont on les faisait auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont un peu décongestionné la production dans le cinéma français en démontrant qu'on pouvait commencer à tourner sans avoir été troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant, sans avoir une armée de très bons artisans qui faisaient les décors, les costumes, etc., avec des équipes réduites, et que d'une certaine manière, ça a quand même donné une certaine respiration, une certaine modernité au cinéma. Non, mais incontestablement, la nouvelle vague a été un phénomène extrêmement important qui, effectivement, comme vous le dites, a donné la possibilité à aussi beaucoup de gens sans intérêt et très faibles de faire des films, parce qu'il y a eu un déchet considérable. Il y a eu le reflux qui fait qu'à un certain moment, les films de la nouvelle vague, vers 1963-64,
ont commencé à ne plus attirer le public. Mais tout de même, encore une fois, là, il y a une vraie différence entre Truffaut et Godard. C'est-à-dire que, encore une fois, Truffaut se souciait de garder le contact avec le public. Mais pour moi, le grand cinéaste de la Nouvelle Vague, celui qui incarne, à mon avis, le plus l'esprit de la revue Cahiers du cinéma, c'est pas à moi de le dire, mais je le dis tout de même, c'est Rohmer. C'est-à-dire que Rohmer, des trois, entre Truffaut, qui est un peu passéiste et qui finit par faire évidemment des films qui ressemblent à des films qu'il n'a pas aimés, comme le dit Godard, et Godard qui, lui, se soucie comme d'une guide d'avoir un rapport avec son public. Il y a Rohmer qui a trouvé un équilibre formidable, c'est-à-dire des films qui sont effectivement, qui ne ressemblent en aucune façon aux films qu'on a fait auparavant. On ne peut pas dire Rohmer, ça ressemble à du René Clair ou ça ressemble à du Clouzot. Non, il fait un cinéma extraordinairement personnel en continuant un rapport avec le public grâce à une économie de budget de réalisation, en étant lui-même son producteur, en équilibrant son budget, qui lui permet, grâce à 200 000 ou 300 000 spectateurs et aux ventes à l'étranger, car Rohmer vendait ses films en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, partout, de réussir à continuer à faire des films pendant toute sa vie, comme il l'a voulu, tout en faisant des films neufs. Ça, pour moi, c'est le grand cinéaste. C'est lui qui incarne, pour moi, totalement la réussite de la Nouvelle Vague. Et puis il y a aussi l'autre très grand dont on ne parle pas beaucoup, qui est un peu évacué, qui est Resnais, qui est tout, pour moi, avec Rohmer, le plus grand cinéaste français, parce que justement Resnais a réussi lui aussi à faire des films. Alors lui, il est tourné vers la vie, Godard est tourné vers la mort. Resnais est tourné vers la vie, car tous les derniers films de Resnais, que ce soit Les Herbes Folles, que ce soit On connaît la chanson, ce sont des films qui donnent un homme qui a 70 ans, 75 ans, 80 ans, 90 ans, qui fait des films qu'on peut aimer ou non, mais qui sont d'une incroyable jeunesse, d'une incroyable invention. Et comme par hasard, on n'en parle pas beaucoup finalement. On en a parlé évidemment au moment de sa mort, mais je veux dire, c'est pas un cinéaste adulé comme a pu l'être Godard. Est-ce que leur querelle d'ego maintenant n'était pas aussi un peu une querelle de coq, dans la mesure où François Truffaut était un séducteur? Oui, moi je pense que quand Truffaut dit « tu as toujours été un envieux », tout ce qu'ils disent l'un sur l'autre est vrai. C'est ça le problème. Mais c'est Godard qui a déclenché les hostilités. C'est Godard qui a écrit cette lettre en disant « voilà, ton film est un film de mensonge ». D'ailleurs, il avait déjà fait des conférences à Montréal où il avait dit « François n'a jamais su faire un film, à part les 400 coups ». Il a dit la même chose de Resnais. Après Hiroshima, il n'a plus jamais fait un seul bon film. François n'a jamais su faire un film après les 400 coups. Il ne sait pas du tout comment. Bon, donc Godard, il y a une jalousie et une envie qui est financière, parce que Truffaut, Godard est très très soucieux de l'argent. Et Truffaut gagnait beaucoup d'argent, avait une grande réussite commerciale. Truffaut était un grand séducteur. Godard n'a pas eu une vie apparemment amoureuse très heureuse. Et il y avait aussi cette réputation aussi de Truffaut, de la profession, etc. Je crois qu'il était dans un état de jalousie quasiment, hystérique. Et d'ailleurs, tout ce que dit Godard sur les jeunes cinéastes, c'est la même chose. Il n'aime pas Assayas, il n'aime pas Desplechin. Je veux dire, pratiquement, il n'aime pas Kubrick, il n'aime pas Altman, il n'aime pas Polanski. C'est rare qu'on entende, si peut-être un Iranien, Kiarostami, c'est très loin. Dans le film, les positions de Jean-François Stévenin et d'Olivier Assayas sont plutôt favorables à François Truffaut. Oui, à François Truffaut. Karmitz aussi. Et moi, je pense que les grands films de Godard, c'est quand même des plus grands films. C'est-à-dire, je pense que tout de même, Le Mépris, ou alors le film le plus truffaldien de Godard, c'est Bande à part, qui est presque un film, enfin qui a à côté Truffaut dans le film. C'est deux garçons et cette fille. C'est un peu son Jules et Jim. Je pense tout de même que Godard a incontestablement marqué davantage son époque, même si Truffaut a eu tous les honneurs, tous les publics, mais enfin ce sont deux cinéastes importants, et on ne peut pas le nier. Mais du point de vue du langage cinématographique, les années 60 de Godard, c'est tout de même une succession de films qui ont vraiment secoué beaucoup. Mais je ne crois pas que Truffaut était jaloux, parce que Truffaut, bon, je vous ai raconté,
avant la projection de ce qu'il m'avait dit avant qu'il devienne cinéaste, mais Truffaut a déclaré en 64 que le plus grand cinéaste au monde, c'est Jean-Luc Godard. Donc il n'y avait pas de jalousie de la part de Truffaut. Je pense qu'il pensait que Godard était un plus grand cinéaste que lui. Il le pensait. Mais je pense que les attaques de Godard lui demandant de l'argent. Alors ce qui est intéressant aussi, un autre aspect, et après on va tout de même donner la parole au public, il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est Jean-Pierre Léaud. Léaud, c'est le fils de Truffaut. Il y a un rapport filial entre Léaud et Truffaut. Léaud tourne 7 films avec Truffaut, mais Godard le rattrape. Il emprunte Truffaut, il emprunte Léaud à Truffaut, et il lui fait jouer dans 10 films. Donc 3 de plus qu'avec Truffaut. Alors qu'il y a un rapport extraordinairement intime entre Truffaut et Léaud. Et Godard essaye, dit du mal de Truffaut, etc., essaye de confondre ce pauvre garçon un peu paumé, qui est toujours Léaud, d'ailleurs à son âge il est encore paumé, mais il essaye de le troubler, etc., parce que l'autre est déchiré entre le génie de Godard, que tout le monde lui dit, et puis l'estime qu'il a pour Truffaut et la reconnaissance envers Truffaut. Donc Godard, perversement, trouble tout ça en accaparant Léaud et en le faisant plus jouer pour lui qu'il ne joue avec Truffaut. Et ça, c'est très intéressant, aussi, cette double filmographie. C'est encore, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Truffaut répond « Tu es de la merde sur un socle, ton prochain film, ce sera Une merde est une merde », référence à Une femme est une femme. C'est pour ça, c'est parce que Godard lui dit « Voilà, je t'envoie une lettre pour Jean-Pierre Léaud, veux-tu lui communiquer ?» Il lui demande de l'argent. Et il dit « Mais c'est dégueulasse, ta lettre. Ce garçon n'a pas d'argent, tu lui demandes de l'argent pour faire ton film, je ne lui communiquerai pas ta lettre, tu es un salaud, etc. » Donc je pense que là, c'est aussi la réponse sur le cas Léaud, à travers cette fameuse lettre qu'il ne passera pas. La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des précisions à demander? Deux petites questions. D'une part, par rapport à la bande des cahiers, savoir comment Chabrol, Rivette et Romer ont pris ou non position dans cette relation entre les deux. Et toujours la filiation, mais de l'autre côté de l'Atlantique, le nouvel Hollywood, ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel Hollywood, a beaucoup regardé ces cinéastes. Est-ce qu'ils se sont séparés? Est-ce que les filiations se sont également séparées? Plutôt filiation Godard dans les années 70, et puis maintenant, plutôt finalement filiation, j'allais dire Spielberg, Truffaut. Alors, première question, dans la querelle Truffaut-Godard, c'est très compliqué parce qu'ils ne se sont pas vraiment manifestés. Je crois que Chabrol, qui faisait un cinéma que moi... Enfin, il a fait des films dramatiquement mauvais, mais il a fait aussi 20 ou 15 films remarquables. Mais c'est un héritier de Clouzot, c'est un héritier de Duvivier, mais assumé. C'est-à-dire que Truffaut, le problème, c'est que il ne voudrait pas qu'on le compare à René Clair, ou il ne voudrait pas qu'on le compare à des gens comme ça, ou à Clément. Mais ceux qui ont la chance, un jour, de voir Monsieur Ripois, de René Clément, qui a été assassiné par la Nouvelle Vague. C'est un film pré-Nouvelle Vague, tourné en 1953 avec Gérard Philippe, dans les rues de Londres, dans une caméra cachée, dans une petite voiture. Un film d'une modernité étonnante. C'est un film plus Nouvelle Vague que Le Beau Serge ou que Les 400 coups. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais, donc ils n'ont pas pris parti. Mais je pense que Chabrol était incontestablement, par la filmographie qu'il a, proche de Truffaut. Cela dit, cette grande famille de la Nouvelle Vague, c'est un mythe entretenu par les journaux, entretenu par c'est la mythologie. Parce que, vous savez sans doute, et ça a été raconté aussi par Antoine de Bec dans son Histoire des cahiers, c'est que à un moment, en 1964, les cahiers du cinéma étaient dirigés par Éric Romer, qui était rédacteur en chef, avec Jean Douchet, qui l'accompagnait en faisant venir des jeunes critiques, etc., qui parlaient beaucoup de la Nouvelle Vague, mais pas assez. Ils parlaient aussi de Minelli, de Preminger, de Hitchcock, etc., de tout le cinéma hollywoodien. C'était intolérable pour Truffaut, qui a demandé à Rivette, Truffaut se mettant en retrait, parce qu'il était très intelligent, donc se faisant pas le sale boulot, mais demandant à Rivette, à l'époque qui ne tournait pas, puisqu'il avait du temps libre, de faire un putsch et de renverser Romer et Douchet. Et surtout Romer. Donc Romer dormait avec son sac de couchage dans les locaux des cahiers du cinéma pour qu'on ne change pas les serrures.
C'est authentique, il l'a raconté. Bon, ça c'est la grande famille. La grande famille. Pour qu'on ne change pas les serrures, il dormait, mais finalement, il a été exclu et il s'est retrouvé, heureusement d'ailleurs, finalement il était très content parce que ça lui a permis de faire ses films. La collectionneuse, Manu Chemaud, comme il ne dirigeait plus les cahiers, il était obligé de revenir au cinéma parce que Le Cygne du Lion avait été un échec. Et il croyait qu'il ne ferait plus de films. Donc il a pris la tête des cahiers. Donc Truffaut, c'est à Truffaut qu'il doit sa carrière de cinéaste. Mais néanmoins, ce qu'il voulait, c'était contrôler complètement les cahiers pour que les cahiers ne parlent plus que de la nouvelle vague et de leurs films. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse. Ma deuxième réponse, sur le nouvel Hollywood. Moi, je pense que le nouvel Hollywood, effectivement, ils ont été marqués par les films de Truffaut, par les films de Godard, par les films de Rohmer. Plutôt d'abord que Truffaut et Godard, parce que ça a commencé en 59, 58-59. Rohmer, son importance a commencé avec Manu Chemaud, 10 ans plus tard. Donc ils ont été marqués. Mais je pense pas que... Moi, je ne crois pas du tout à cette idée qu'il y a le cinéma avant Godard et le cinéma après Godard. Je pense que Kubrick a continué à faire des films de la même façon, ça n'a aucune influence. Je pense que Fellini a continué, je pense que Bergman a continué. Je pense que tous ces grands cinéastes ça n'a pas eu une influence vraiment. C'est vrai que Godard a changé beaucoup de choses et que beaucoup de jeunes cinéastes se sont... Je pense que Tarantino, par exemple, aujourd'hui, probablement, il y a une lointaine influence, la désinvolture, certains cynismes, etc., bon, qui portent la marque. Mais je pense pas, moi je connais vraiment bien le cinéma américain, je vois pas tellement de grands cinéastes. Je pense pas que Terrence Malick c'est une influence quelconque de Godard. Je pense pas que Paul Thomas Anderson non plus. Je pense pas que je vois pas tellement. Je vous dis franchement, je pense que c'est plutôt l'esprit de la nouvelle vague qui les a marqués. C'est-à-dire le fait d'être jeune, de passer à l'action, de devenir même d'essayer de devenir un peu producteur de son propre film, d'écrire des scénarios. Je pense que tout ça a marqué les gens, mais pas au sens d'une empreinte directe. Comme le néoréalisme a été une influence mondiale. Je pense que Rossellini, De Sica ont influencé le cinéma mondial. Le brésilien, l'africain, l'indien, etc. Le monde entier a été marqué par le néoréalisme. Je pense que la nouvelle vague, c'est plus les méthodes financières, les méthodes de tournage, la jeunesse, etc., qui ont marqué les gens plutôt qu'un style qui n'est pas d'ailleurs reconnaissable. Parce que entre tous ces gens, les films sont extraordinairement différents. Vous montrez deux ou trois choses que je sais d'elle, vous montrez Les Biches, vous montrez La Sirène du Mississippi, et puis Manu Chemaud, c'est extraordinairement différent. Je disais que j'étais content que vous parliez du néoréalisme italien parce que lui, il a eu vraiment une énorme influence. Donc c'est un cinéma qui a quitté les studios et qui a tourné dans la rue, qui a tourné avec des équipes légères, qui a tourné avec peu d'argent, qui a tourné sur les lieux où l'histoire se passe, etc. Ce que la nouvelle vague a fait aussi. Et la deuxième chose, c'est que on a oublié, dans le film, on ne parle pas des techniciens. C'est-à-dire un technicien comme l'importance d'un technicien comme Raoul Coutard dans la nouvelle vague a quand même été... Mais c'est pas le sujet de leur film. Non, mais bien sûr. Mais ils n'ont pas fait leur film seuls. Ils ont fait leur film avec des techniciens comme Raoul Coutard qui a révolutionné un petit peu la façon de filmer, caméra à l'épaule, travelling, machin, bazar, tout ce que Godard à un moment dit, ah bon, on ne fait pas de gros plans avec un grand angle, eh bien je vais le faire, ben, c'est grâce à Coutard qu'il l'a fait. Oui, mais monsieur, vous avez tout à fait raison. Je vous dis simplement, vous avez raison d'abord de dire que le néoréalisme a influencé la nouvelle vague, ne serait-ce que par l'admiration de tous pour Rossellini. Mais je pense qu'il y a une grande différence, c'est que la nouvelle vague, à part le fait qu'elle a été d'extrême droite et de droite dans les années 50, ensuite elle a changé.
puisque Truffaut, Godard est devenu maoïste, adorait Mao. Moi j'ai vu Godard au Palais de Chaillot brandir le petit livre rouge et refusant de répondre aux questions, disant tout est là-dedans, il n'y a pas à répondre. Il admirait les 50 millions de morts de la révolution culturelle et il crachait sur Simon Less qui avait dit toute la vérité dans les habits neufs du président Mao. Bon, tout ça, Godard est passé à l'extrême gauche révolutionnaire et génocidaire. Pour ce qui est de Truffaut, qui écrivait, c'est une phrase qui est citée partout, la censure n'existe que pour les lâches, il l'a écrit dans les années 50, la censure n'existe que pour les lâches, parce que Autant Lara, Tu ne tueras point, était interdit par la censure française. Donc comme Autant Lara c'est un cinéaste à démolir, on disait, s'il est censuré, c'est parce que c'est un lâche, parce qu'il ne sait pas traiter son sujet. On peut éviter la censure. Donc il défendait pas la censure, mais il n'attaquait pas la censure. À partir du moment où Rivette a fait La Religieuse et que La Religieuse a été interdite par la censure, à ce moment-là, ils se sont déchaînés, Godard et Truffaut, ils ont écrit une lettre d'insulte à Malraux. Malraux qui était tout à fait bien, puisqu'il a recommandé La Religieuse au Festival de Cannes. Le film était interdit par le gouvernement, son propre gouvernement. Je ne connais pas beaucoup de ministres qui feraient ça. Malraux a imposé La Religieuse à Cannes en profitant de l'extraterritorialité de... Bon, ils ont insulté Malraux comme c'est pas possible, ils ont insulté Mauriac comme c'est pas possible, et d'un seul coup, la censure devenait condamnable parce qu'un des leurs était victime de la censure. Donc ils ont changé. Ensuite, Truffaut a voté Mitterrand, Godard évidemment pas, mais donc tout ça a évolué. Truffaut est devenu plutôt sympathisant de gauche. Et Godard est devenu un maoïste convaincu. Mais je pense que tout cela est très complexe. Mais le problème, la différence avec le néoréalisme, c'est que le néoréaliste était fait des gens qui avaient une conscience politique. C'est-à-dire quand Visconti parlait de politique, ou quand Francesco Rosi parlait de politique, ou tous ces grands cinéastes italiens, ou Ettore Scola, ils savaient de quoi ils parlaient. Quand Godard dit en 1962 à Michel Manceau tous les artistes sont de gauche, tous les artistes sont de gauche, y compris Drieux-La Rochelle, mais tous les hommes politiques sont de droite, y compris Kennedy, et pourquoi pas le Front Populaire et tout ça. Ce sont des sottises insensées auxquelles personne ne répond à Godard. C'est-à-dire si les journalistes avaient fait leur métier, c'est-à-dire que quand Godard dit une insanité pareille en disant que Drieux-La Rochelle était un homme de gauche, en disant mais vous exagérez, ça veut rien dire, il était pro-nazi, etc. Eh bien Godard peut-être n'aurait pas continué à dire des sottises toute sa vie. Mais malheureusement les journalistes ne font pas leur métier. C'est-à-dire que Godard a été toujours des gens complaisants qui notaient tout ce qu'il disait, qui le publiaient, sans aucune note, sans rien, sans aucune réaction. Il y a eu monsieur là au premier rang. Oui. Vous parliez tantôt des films du groupe Dziga Vertov. Je me demandais comment vous les critiquiez à l'époque. Ils sont pas comment vous les critiquiez à l'époque à positif. Ils sont pas si super simples ni agréables à regarder maintenant. Donc il ne l'était peut-être pas non plus à l'époque. Je me demandais s'il y avait des films là-dedans qui vous avaient touché et que vous nous conseilleriez de regarder maintenant à cette époque-ci. Des films tournés au moment du groupe, à l'époque du... Voilà, donc je m'y attendais, mais voilà, il n'y a rien là-dedans. Vous pouvez les regarder, ils sont en coffret. Je sais, la Gaumont a publié Pravda, par exemple, qui est un film ignoble, où la pauvre Vera Chytilova, qui était victime de la censure tchèque, Godard la montre en train de rire, mais il ajoute un texte comme si elle riait au texte que Godard a imposé sur la bande-son. C'est des procédés absolument disqualifiés. Et pour se moquer de la pauvre Vera Chytilova, grande cinéaste tchèque, je vous dis, je ne me rappelle plus le détail de ce qu'il dit sur la bande-son, mais ensuite il fait un gros plan sur elle en train de rire, comme si elle riait de ce qu'on disait. Vous voyez, donc ce sont des films militants, d'ailleurs, que personne n'a vu pratiquement. Hein, personne ne les a vus, ces films. Vous en parliez à l'époque dans Positif? Bon, oui, on en a parlé, bien sûr. On en a dit... Pique-pendre, c'était cette période complètement que plus personne d'ailleurs même ne revoit et bon, pourtant ça ressort. Comment? Pourtant ça ressort. Ça ressort en coffret. coffret, donc voilà, oui. Ça ressort en coffret. Mais combien il faut? Voilà.
Combien les voix, je ne sais pas du tout. Mais, vous savez, j'ai eu à Marseille un débat, j'ai montré Main basse sur la ville de Rosy, qui est un film qui maintenant date de 60 ans, qui est extraordinaire sur la spéculation immobilière et sur la corruption dans les grandes villes, qui n'a pas une ride. Et un type m'a dit, mais monsieur Rosy, il raconte une histoire, il y a des personnages, etc. Tout ça est dépassé, tout ça n'a aucun intérêt. Montrez-nous plutôt un film de Godard, comme les films militants de Godard. Mais moi, je suis d'accord pour faire une soirée en montrant Main basse sur la ville et un film du groupe Ziga Vertov. Et on verra. On verra. Okay. Parce que le problème, c'est que Rosy, en faisant ses films, il a des collaborateurs qui ont été assassinés par la mafia. Lui-même a fait un débat, a provoqué un débat pour ses films à l'Assemblée nationale italienne. On a refait une enquête sur la mort de Mattei. Je ne crois pas que... Et les Américains ont acheté, Gulf and Western à Paramount a acheté l'affaire Mattei pour ne jamais le sortir aux États-Unis, parce que ça mettait en cause la CIA, etc. Le film a été acheté pour ne jamais sortir. À mon avis, je n'ai jamais entendu parler des riches Américains qui achètent un film de Godard pour qu'il ne sorte pas, parce qu'il dirait la vérité sur certaines choses. Ça ne fait peur à personne. Les gros financiers, les nababs, se fichent éperdument des films de Godard. Mais les films de Rosy, oui. Parce que, effectivement, directement, le public est concerné. Je voudrais avoir d'autres commentaires. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont indignés par mes propos. Mais je trouve que c'était vachement important, les conflits. Ça veut dire, même le public ou la critique, par exemple, les réalisateurs, ils ont aussi besoin de la critique. Ça veut dire, il y a quelque chose, vous comprenez, que c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup des indifférences. Non, mais je suis d'accord, madame. Mais vous avez raison. Moi-même, j'ai vécu la critique pendant 50 ans, et il y a eu une époque où la critique avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Je le regrette. Il faut dire que la critique est peut-être aussi responsable, qu'elle n'ait moins d'influence aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il n'y a pas que la société elle-même. Je crois toujours qu'il y a des responsabilités individuelles. Il y a la société qu'il faut incriminer, mais pas seulement la société. Il faut aussi examiner l'individu et la responsabilité de l'individu. C'est trop facile de tout remettre sur la société, une sorte de monstre froid qui nous dégage de toute responsabilité. Donc je pense que la critique elle-même est à mettre en cause si elle a perdu son influence. Et c'est vrai aussi que le cinéma a connu dans les années 60 une période extraordinairement riche, et 60 et même encore les années 70. Mais cela dit, il y a encore de quoi se réjouir aujourd'hui. Il y a encore des grands cinéastes, il y a encore des grands films chaque année. Moi, dans mes critiques que je porte à Godard, c'est aussi l'influence qu'il peut avoir, et une certaine critique sur des jeunes réalisateurs. C'est-à-dire cette idée, si vous voulez, que le public n'a pas d'importance, qu'on peut faire des films pour 30 personnes et être absolument génial. Je n'y crois pas. Je pense qu'il faut dire aux jeunes, tous les grands cinéastes de l'histoire du cinéma, peut-être pas les derniers Godard, mais en général, Mizoguchi, Fellini, Kubrick, John Ford, Murnau, Fritz Lang, Renoir, tous ces immenses cinéastes, Kurosawa, tous, ils ont eu du succès. Bergman, Buñuel, ils ont tous ils ont eu des échecs, mais globalement, ils ont pu faire des films pendant toute leur carrière, avec des trous, avec des mauvais moments, avec des films qui ont été des échecs commerciaux, mais ils ont eu du public. Et je ne vois pas ce qu'il y a de honteux de ne pas vouloir communiquer avec le public. C'est tout. Ça ne veut pas dire... Vous savez, moi je crois beaucoup à la phrase de Panofsky, qui dit « Deux dangers menacent l'artiste, rester une vieille fille ou devenir une putain. » Donc je suis loin de faire l'éloge des putains. Il y a des metteurs en scène qui sont des putains et qui font des films pour gagner beaucoup d'argent et des films horribles, mais il y a aussi des metteurs en scène qui sont des vierges et qui ne veulent pas baiser, qui ne veulent pas faire l'amour, qui ne veulent pas rencontrer le public. Et ça, c'est aussi dommageable. Et je pense que c'est un mauvais exemple qu'on donne à des jeunes qui sortent d'une école de cinéma en leur disant « ne te soucie pas du public ». Il ne faut pas lui dire non plus « te soucie exclusivement du public ». Ça, c'est très dangereux aussi. Mais il faut trouver un équilibre qui fait que, comme tous les grands cinéastes de l'histoire du cinéma, on fait des films. Kiarostami, qui est un immense cinéaste, ou Siaotienne, ils ont réussi à vendre leurs films dans 30 ou 40 pays et à continuer à faire du cinéma. Donc ça, je trouve, c'est vraiment très grave. Et je pense que Godard prêche le mauvais exemple. Lui qui a montré avec Pierrot le Fou, avec Le Mépris, avec tous ces films-là, qu'on pouvait avoir des centaines de milliers de spectateurs.
peut-être ceux qui sont partis n'étaient pas d'accord, c'est possible. Est-ce que Godard est culte à cause, quelque part, de ses déboires? Il y a Antoine Debac, notamment, dans un film, je crois que c'est Les Deux de la Vague, qui dit Godard, c'est Michel Poicart, en fait. Et c'est parce qu'il est ce personnage qui restera culte, probablement jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que du coup, vous pensez que c'est parce qu'il a agi comme ça toute sa vie qu'on le retiendra comme un mec à part, quoi? Oui, je crois que vous avez raison. Je pense que le fait que Godard n'a plus de public construit aussi sa mythologie, c'est-à-dire l'ermite de Rolle sur les bords du lac Léman, la barbe. Moi, j'ai vu il y a 2-3 mois à Bologne, au festival de Ritrovato, de Cinema Ritrovato, un film de Rivette, très mauvais d'ailleurs, qu'il a fait quand il avait 20 ans ou 22 ans, qui s'appelait Quadrille. C'est un film de 40 minutes, muet. Oui, il avait 20 ans, c'est bricolé. Et il y a Godard qui joue dedans. Et il est d'une beauté incroyable. C'est-à-dire, il a un physique de dandy. Personne ne dit rien, mais il n'a pas de lunettes noires. On voit des très beaux yeux et on voit un garçon d'une élégance, vraiment. D'ailleurs, que Truffaut a signalé aussi dans un texte. Et là, on le voit maintenant, parce que c'est un film qui était dans des boîtes que personne n'avait vu depuis 70 ans. Et que la veuve de Rivette a sorti de ses boîtes et qui a été montré je crois il a été montré à Saint-Denis avant, il a été montré à Bologne, et j'ai vu le film, j'ai beaucoup souffert, mais en tout cas ce qui était frappant c'était la beauté de Godard. Mais je pense que Godard, effectivement, d'abord il y a la séduction de l'échec, ça séduit, vous avez très justement cité Orson Welles, c'est-à-dire qu'on se méfie, on aime bien les gens qui finalement sont des martyrs. Hein, on aime bien les gens qui sont... Wells, qui a tout fait pour creuser sa tombe. Enfin, je veux dire, Wells, il a accumulé... Non, mais il faut être honnête. Je veux dire, Wells a dilapidé constamment les chances qu'il avait de faire des films. Moi, j'étais aux premières loges. Les Iraniens lui ont donné de l'argent à n'en plus finir pour faire The Other Side of the Wind. Il s'est arrangé pour le faire tournage sur 8 ans, où il n'y avait plus de raccords, parce que les gens avaient beaucoup vieilli, etc. Le film n'a jamais été terminé. Mais dès La Splendeur des Amberson, il a quitté le montage de La Splendeur des Amberson pour aller tourner au Brésil un film qui n'a jamais fini. Et quand il est revenu, la compagnie avait déjà sorti le film, mutilé par son absence, qui a été confié à des monteurs. Je veux dire qu'il y a un syndrome d'autodestruction chez Wells qui est incontestable. C'est pas... Parce qu'il y a aussi des cinéastes qui ont fait des carrières fabuleuses, comme Kubrick par exemple, qui a fait une carrière en indépendant total. Mais encore une fois, je ne dis pas que Wells n'a pas souffert, bien sûr, mais il y a une responsabilité individuelle et une responsabilité de l'État, de la compagnie de production, etc. C'est toujours pareil. Il faut éviter de dire que toute la responsabilité est en dehors de l'individu. Il y a des gens aussi, si on analyse correctement, qu'on se rend compte qu'ils ont participé de leur échec. Et moi, dans ma vie de critique, j'ai vu des exemples, mais multiples, de metteurs en scène qui, par aveuglement, par exemple, prenons, je ne vais pas prendre votre temps, il est tard, mais prenons par exemple Joseph Losey. J'ai fait un livre de 500 pages avec lui, il avait toute ma confiance, il avait ma confiance, j'avais sa confiance, on a travaillé ensemble, on a fait ce livre, etc., des conversations avec Losey. Bon, je me rappelle très bien qu'il y avait un roman d'un prix Nobel de littérature australien, Patrick White, un roman magnifique, publié chez Gallimard, qui s'appelle Voss. Un chef-d'œuvre absolu qui se passait en partie dans des salons au XIXe siècle, dans la haute société australienne, et l'autre partie, c'était une chasse à l'homme dans le bush australien, avec un aborigène qui était poursuivi par la police montée. Le metteur en scène le mieux approprié pour ce film au monde, c'était Joseph Losey, parce que c'était la combinaison de deux hommes en fuite, c'est-à-dire un film d'action, comme Losey savait les faire quand il était en Amérique, et de Go Between, Le Messager, un film en costume, raffiné, etc. Eh bien, il a refusé de le faire. Pourquoi? Je lui disais, mais Joe, partez pour l'Australie. Je n'irai pas en Australie sans mon chef opérateur. Je lui dis, mais Joe, il y a des chefs opérateurs extraordinaires en Australie. Ils vont travailler à Hollywood. Ils ont parmi les meilleurs chefs opérateurs. Vous aurez les meilleurs techniciens. Allez en Australie. Oui, mais les Australiens ne donneront de l'argent que si une moitié du film est produit avec des techniciens australiens. Eh bien, il a refusé Voss. Eh bien, c'est sa faute.
Là, c'est sa faute, c'est pas la faute. Et après, il est allé tourner La Truite, un film moyen de Lauzet, pas du tout un de ses meilleurs films. Voilà. Donc, et l'histoire du cinéma est constamment faite de choses de ce genre, de responsabilité individuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des producteurs idiots, des producteurs castrateurs, des gouvernements fascistes, des gouvernements staliniens, et qui jouent aussi un rôle néfaste. Et ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué que ça. Godard avait la possibilité de faire des films qui atteignent le public, il l'a prouvé. Pourquoi il s'est enfermé? Parce que peut-être c'était réconfortant de savoir de ne pas affronter finalement le public, parce que le public il peut être terrible. Et moi je pense, c'est une interprétation que je donne maintenant, que l'aigreur, l'amertume, la misanthropie, la méchanceté de Godard, c'est qu'il fait des films qu'il n'aurait pas aimés, de même qu'il reproche à Truffaut de faire des films qu'il n'aurait pas aimés, Godard fait des films qu'il n'aurait pas aimés en tant que critique. Parce que quand Godard était critique, il aimait les films populaires. Il aimait la série noire, il aimait les films d'aventure, il aimait les westerns, il aimait les comédies musicales, il aimait le film public. Et il sait, au fond de lui-même, qu'aujourd'hui, aucun de ses films ne touche le public. Et que ça le rend amer, ça le rend frustré, mais qu'il s'est mis lui-même dans une impasse. Et d'où ce ressentiment à l'égard de tous les autres, et cette jalousie à l'égard de tous les autres, parce qu'il sait très bien que ce que dans sa jeunesse il a aimé, c'est ce que les autres font aujourd'hui. Je parle des meilleurs, évidemment. Quand il hait Kubrick, pourquoi il haïrait Kubrick? Parce que Kubrick a réussi à être aussi indépendant que Godard, parce que Kubrick, dans son studio et dans sa maison à Boreham Wood, à côté du studio où il a installé toutes ses tables de montage, il est aussi libre et seul que Godard à Roll avec sa table de montage. Kubrick avait sa petite table de montage, il tournait pendant 1 an avec une équipe de 25 personnes, des super productions qui coûtaient un argent fou, mais qui étaient rentables, et il le faisait en totale indépendance. Totale. Et au fond, il a réussi ce que Godard n'a pas réussi. Il a réussi que ses films soient aussi des succès. Et je pense que sa haine de Kubrick, qu'il a plusieurs fois répété, ça vient de ça. Ça vient parce que Kubrick, c'est Godard en Angleterre, dans des conditions quasiment artisanales. Et à la différence de Spielberg, qui fait des films en 2 mois avec 250 techniciens, Kubrick préfère faire des films pendant 1 an, refaire sans arrêt des séquences, refaire des plans et tout ça, par perfectionnisme, avec une équipe de 25 personnes. Si bien qu'à la fin, le budget est le même. Mais il a pu avoir l'indépendance totale. Et que pensez-vous du fait que la société de production de Quentin Tarantino s'appelle Bande à part? Je pense que Tarantino, son cinéma est redevable, lui, d'une façon très détournée, mais que son cinéma est redevable à la liberté de ton des films de Godard de Bande à part, de l'époque Bande à part. Il n'a pas dit sa compagnie de production ne s'appelle pas Lotte in Italia. Donc c'est quand même que Godard a eu un impact même outre-Atlantique. Oui, non, mais je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas eu d'impact, mais je crois qu'il a eu plus d'impact sur la liberté que représentait son cinéma, plus qu'une coupure. Puis d'abord, je n'y crois pas du tout à ces coupures. Après Picasso, on a Francis Bacon, qui fait des tableaux figuratifs. On a Edward Hopper. Donc, après Kandinsky, il y a Edward Hopper. On pourrait dire, cette idée que le cinéma doit, à partir d'un moment, doit être atonal. Non, il y a eu de la musique atonale, puis après il y a eu Debussy, il y a eu du cinéma, de la peinture abstraite, et après il y a eu de la peinture figurative. Il n'y a pas de coupure, le cinéma. Hiroshima, mon amour, moi quand je suis revenu d'Amérique en 1960, j'étais parti 1 an pour étudier, je suis revenu, j'ai vu les nouveaux films de la Nouvelle Vague à la queue leu-leu. Et je reste avec mon impression première, il y avait un très joli film qui était Les 400 coups, il y avait un film étonnant qui était À bout de souffle, et il y avait un film génial qui était Hiroshima, mon amour. Et Hiroshima, mon amour, quand je l'ai vu, ce que je n'avais pas ressenti avec À bout de souffle, c'est que je me suis dit, c'est un tremblement de terre. C'est-à-dire que Hiroshima, mon amour, c'était comme Le Cuirassé Potemkin, c'était comme Citizen Kane. C'est-à-dire que c'est une date dans l'histoire du cinéma. C'est un film qui renverse complètement, c'est une révolution copernicienne, et on est devant l'écran et on se dit, mais j'ai jamais vu ça. C'est pas comme Belmondo avec sa cigarette.
Pas du tout la même chose. C'était une conception du cinéma qui était complètement révolutionnaire. Quand j'ai vu 2001 Odyssée de l'espace, j'ai eu l'impression de voir une révolution dans l'histoire du cinéma. Et ça, c'est René, c'est Kubrick, c'est Eisenstein, c'est Wells. Merci de votre intervention. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de films de Godard et Truffaut qui sont visibles.